monsieur, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Au programme de cette édition, le discours de politique générale de François Bayrou. Véritable épreuve du feu pour un Premier ministre qui peine à convaincre, l'allocution aura avant tout servi à calmer la gauche en tablant sur l'apathie de la droite de l'échiquier politique, un pari qui pourrait marcher. Nous évoquerons ensuite les élections syndicales d'un secteur en crise, celui de l'agriculture. À partir de mercredi et jusqu'à la fin du mois, les paysans choisiront leurs représentants. Et puis nous reviendrons avant tout sur le conflit en Ukraine qui pourrait aussi se transformer en véritable cercueil de la diplomatie française. Alors que Donald Trump veut accélérer le retour à la paix, Emmanuel Macron, lui, s'enferme dans des propos interventionnistes qui conduisent notre pays dans une impasse. La France d'Emmanuel Macron à l'écart de la réorganisation mondiale, alors que l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche devrait ouvrir les négociations de paix en Ukraine, le président français s'entête dans une direction déraisonnable au mépris des intérêts de notre pays. Le point tout de suite. Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron se sont entretenus par téléphone lundi. Comme à chaque occasion, ce qu'il en ressort n'augure pas du meilleur. Ainsi, dans son adresse quotidienne sur les réseaux sociaux, celui qui occupe le poste de président ukrainien sans mandat depuis mai a expliqué avoir devisé avec son homologue français au sujet d'un contingent militaire étranger pour, je cite, « forcer la Russie à la paix ». Des propos qui relèvent comme toujours de la communication, mais dénotent toutefois du décalage dangereux de la diplomatie française. Dans cette même allocution, Volodymyr Zelensky est aussi revenu sur le feuilleton de l'automne, les prétendus soldats nord-coréens qui servent de chair à canon à Moscou, selon les médias français, sur le front ukrainien. Служба безпеки України продовжує працювати з полоненими з Північної Кореї. Один виявив бажання залишитись в Україні. Другий з них хоче повернутись в Корею. Якщо Кім Чен Ін взагалі пам'ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін на наших воїнів, які утримуються в Росії, ми можемо передавати таких солдатів. Une histoire cousue de fil blanc qui est bien loin d'être étayée, comme nous l'explique le spécialiste de la gestion de crise Hervé Carès. Il n'y a pas d'interopérabilité entre les forces russes et les forces nord-coréennes. Ça veut dire que cette division elle doit être engagée de manière autonome au sein des forces russes avec toutes les complications de coordination que l'on pourrait imaginer. C'est très très improbable et c'est certainement la plus grosse infox de cette guerre. Bon, d'abord, il faut se rappeler l'historique de cette information qui vient des services sud-coréens, qui ensuite a été relayée par les services ukrainiens. Ça date à peu près d'octobre, avec la date fatidique du 3 novembre à 10h, un dimanche, avec l'attaque des 10 000 Nord-Coréens sur le front de Kursk. Attaque que l'on attend toujours et qui ne s'est jamais produite. Alors il faut bien comprendre que 10 000 Nord-Coréens, c'est l'équivalent d'une division nord-coréenne avec 2 ou 3 brigades, avec 2 ou 3 postes de commandement de brigades, et également des éléments logistiques et une brigade qui agit en autonomie avec ses propres matériels, ses propres chaînes logistiques, et qui a dû être acheminée par voie ferrée depuis la frontière nord-coréenne jusqu'au front de Kursk. Donc c'est énorme. Comment un tel volume n'a pas pu être détecté alors qu'il y a une hyper-surveillance du champ de bataille et des espaces stratégiques par les satellites ou par les drones. Un manque de preuves tangibles compensé par les médias du système par une confusion au relent raciste. En effet, des images de soldats aux traits asiatiques sont souvent montrées pour étayer cette théorie, alors même que la Russie et la Chine étant voisines, une large part de la population russe a des traits asiatiques, ce qui s'observe également dans l'armée. Par ailleurs, les liens de défense entre Pyongyang et Moscou existent réellement. Ainsi, il est probable que des instructeurs soient en Russie pour accompagner l'usage des armes nord-coréennes, à l'image des formateurs de l'OTAN présents en Ukraine. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky agite cette affaire dans le but d'avancer vers davantage d'internationalisation du conflit. Un hameçon auquel mord Emmanuel Macron pour s'extirper du bourbier politique en France. Mais cette obsession interventionniste de notre président devrait très mal cohabiter avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. President Putin wants to meet. He's said that even publicly. And we have to get that war over. That's a bloody mess. Soldiers are being killed by the millions. I looked at some very graphic pictures yesterday. The soldiers that are being killed, you know, it's a flat field. The only thing that stops the bullet is a body.
I think the numbers are going to be much higher. And that's a war that would have never happened if I were president. And it's a war that I'm going to try really to stop as quickly as I can. Si ce n'est en 24 heures, Donald Trump veut bel et bien en finir avec le conflit en Ukraine au plus vite. Une sortie de crise pour laquelle il va donc négocier avec Vladimir Poutine, qu'importent les gesticulations d'Emmanuel Macron ou Ursula von der Leyen. Des négociations qui devraient aboutir à terme à une réorganisation du monde. L'administration Trump qui va arriver au pouvoir va certainement mener une politique interne, nationale et internationale qui va être révolutionnaire au sens propre du terme et qui est comparable à ce qui s'est passé lorsque l'équipe Kennedy est arrivée au pouvoir dans les années 60. Et toutes les déclarations qui sont faites avant la prise de pouvoir, qui sont comme d'habitude des déclarations tonitruantes, il ne faut pas les prendre à la légère, puisqu'il y a à mon avis, cette vision vespalienne d'un monde où les relations internationales vont se régler entre trois grandes puissances, les États-Unis bien sûr, la Russie et la Chine. De toute façon, d'abord, ce monde de compétition a toujours existé, mais il était un petit peu caché et masqué par le droit international, un droit international qui peu à peu s'est délité parce que tout d'abord les Occidentaux ne l'ont pas respecté, notamment les États-Unis avec la Deuxième Guerre en Irak, sans parler de l'intervention en Libye ou de l'intervention au Kosovo en 1999. Et à partir de là, ça a libéré les velléités russes de ne pas le respecter du tout, de toute manière. Une évolution des relations internationales où l'Europe aura vu sa place fondre comme neige au soleil en s'alignant sur la politique de Washington au mépris de ses propres intérêts géostratégiques avec la Russie. Une orientation qui sera bien difficile à corriger et plus encore pour la France. On risque d'assister à un éclatement de l'Union européenne, avec le retour aux intérêts nationaux. N'oublions pas que l'Union européenne, c'est quand même un objet qui permettait à l'Allemagne de défendre ses intérêts nationaux. On l'a très bien vu avec l'indexation du prix de l'électricité sur le gaz, qui est typiquement dans l'intérêt de l'Allemagne. Il est fort probable que l'Allemagne cherche très rapidement à renouer le lien énergétique avec la Russie en réouvrant le gazoduc de Nord Stream 2, qui est encore facilement réouvrable parce qu'il a été peu endommagé par les explosions, et peut-être à terme réparer les deux autres gazoducs. C'est là où la France va se retrouver un petit peu en difficulté, parce que la France, ses intérêts géostratégiques n'ont jamais été ceux de la Pologne, ceux des pays baltes, ni ceux de l'Ukraine d'ailleurs. Ce manque de vision et de structuration de la pensée géopolitique du gouvernement actuel et aussi des gouvernements antérieurs va conduire la France à une impasse et à une difficulté de comment se repositionner par rapport à cette nouvelle donne géopolitique. François Bayrou tend la main à la gauche sur la réforme des retraites. Lors de son discours de politique générale, le Premier ministre a assuré la survie à court terme de son gouvernement. Et explication d'Olivier Frère-Jacques. Jamais 203 avec François Bayrou, c'est le 3e discours de politique générale qu'a connu l'Assemblée nationale en un an. Durant une très longue heure, cet orateur médiocre s'est débattu avec les mots et a brossé le contour des politiques qu'il entend mener le temps qu'il sera à Matignon. Le point le plus attendu était évidemment celui de la réforme des retraites. En dépit de ce qu'il nomme la précarité budgétaire, il affirme vouloir changer de logiciel et de méthode pour remodeler la réforme. François Bayrou a finalement estimé que le sujet serait remis en chantier avec les partenaires sociaux, précisant sa méthode qui consistera à se baser sur un constat et des chiffres qui seront transmis par la Cour des comptes. Il propose de rechercher une voie de réforme qui changerait l'âge de départ prévu par la loi de 2023. Pour cela, le Premier ministre entend créer une commission permanente pour discuter pendant 3 mois à dater de la remise du rapport de la Cour des comptes. L'accord devra ensuite être voté lors du prochain projet de loi de finances ou même avant. En cas d'échec des négociations, le ministre a affirmé que la réforme actuelle serait maintenue. La main est donc tendue à la gauche et le ministre devrait ainsi éviter aux gauches socialistes, écologistes et communistes de voter une motion de censure que présenteront les insoumis. En ouvrant la voie à une remise en cause de cette réforme emblématique, il se coupe en revanche d'une partie des républicains alliés minoritaires de sa coalition. Reste que Bruno Retailleau et les autres LR présents dans le gouvernement ne devraient pas démissionner pour autant. Quant au groupe à l'Assemblée, dirigé par Laurent Wauquiez, il ne devrait pas voter de motion de censure après avoir dit pique et pendre de ceux qui avaient voté la précédente motion en décembre.
Le RN, lui, sera plus tranquille, pas favorable à la réforme des retraites. Il devrait être hors jeu des négociations qui concernent les partis de gauche et les syndicats. Il pourrait s'en tenir à quelques petites exigences sans trop forcer le trait. Les négociations pour les gauches et le centre seront donc serrées, mais en ouvrant la voie à une négociation, François Bayrou fait un coup en 4 bandes. Il écarte la France insoumise de ses alliés, il revient sur la réforme la plus emblématique d'Emmanuel Macron, il met au banc les Républicains et enfin s'assure l'absence de vote d'une motion de censure par la majorité de la gauche et n'est ainsi pas dépendant du RN, comme l'était son prédécesseur Michel Barnier. Maladroit et lisant péniblement son discours, le Premier ministre a tourné en dérision ses propres petites erreurs, parvenant à se rendre presque sympathique par moments. Il a par ailleurs évoqué des questions diverses comme l'immigration, la sécurité, Mayotte et a ouvert la voie à une réforme en faveur de l'euthanasie, tout en citant le pape de la démocratie chrétienne en France, Marc Sangnier. Il a en outre annoncé la création d'un fonds spécial dédié à la réforme de l'État, ainsi que la création d'une banque de la démocratie pour traiter du financement des partis politiques. Enfin, il a également envoyé un signal à destination du RN en évoquant la réforme du scrutin législatif et donc, hypothétiquement, un recours à la proportionnelle pour les élections législatives à venir. En matière internationale, François Bayrou est resté dans la lignée de ses prédécesseurs, disant du mal de la Russie, de la Chine, de l'Iran et de la Corée du Nord, mais petite nouveauté, il a également tensé les États-Unis, citant explicitement Donald Trump et Elon Musk. Face à ce monde en changement, il a évidemment brandi la carte de l'Union européenne. Une fois de plus, il faut que tout change pour que rien ne change. Les mêmes recettes vont donc être reprises avec cette fois une petite cuisine qui sera faite avec les forces de gauche, avec ce que cela peut impliquer en matière de loi sur l'immigration, mais aussi sur l'euthanasie. Les agriculteurs en colère, bientôt dans les urnes. À l'approche des élections syndicales, les représentants ont débattu hier avec pour toile de fond l'accord Mercosur, de quoi donner encore plus de visibilité à la coordination rurale et la Confédération paysanne face à la prépondérance de la FNSEA. Renaud de Bourleuf. Les syndicats agricoles se mettent à table pour un débat télévisé. Lundi, la chaîne LCP a reçu les porte-paroles des 4 principaux syndicats du monde paysan, la FNSEA, Jeunes agriculteurs, la Coordination rurale et la Confédération paysanne. À l'heure actuelle, l'Alliance FNSEA Jeunes agriculteurs, promotrice d'une agriculture industrielle intensive et mécanisée, et réputée proche du gouvernement, est majoritaire dans la quasi-totalité des départements. La Coordination rurale, syndicat né en opposition à la politique agricole commune, la PAC, n'est majoritaire que dans 3 départements, la Vienne, la Haute-Vienne et le Lot-et-Garonne. Quant à la Confédération paysanne, opposée au libéralisme et au productivisme et généralement classée à gauche, elle n'est majoritaire qu'à Mayotte. Demain mercredi, les élections dans les chambres d'agriculture seront lancées jusqu'au 31 janvier. Lundi, avant de débattre, les représentants syndicaux ont été reçus par le Premier ministre François Bayrou. Ils ont fait part de leurs impressions. Le renouvellement des générations, c'est essentiel, mais les leviers essentiels, ils ne sont pas. Le revenu, le foncier, l'accompagnement à l'installation, il n'y est pas. Du coup, on a entendu vraiment très peu de choses. Alors déjà, le Premier ministre nous est apparu comme étant éloigné de la réalité du terrain, avec une ignorance totale par rapport à l'OFB, l'Office français de la biodiversité, ses pratiques, le nombre de personnes qui sont concernées par cette organisation, mais aussi les aspects sanitaires et la difficulté de faire les dossiers. Ce matin, on a trouvé un Premier ministre à l'écoute et il y a tout intérêt parce que le secteur demeure en crise et donc on lui a rappelé notamment le calendrier qui est le nôtre autour des lois d'orientation agricole. Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, s'est quant à lui contenté de dire qu'il attendait François Bayrou sur les actes. Lors du débat, les sujets préoccupants de nombreux agriculteurs ont été abordés, le revenu, les normes environnementales, mais aussi et surtout l'accord Mercosur. Rappelons qu'en décembre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a signé un accord de libre-échange avec 5 pays d'Amérique du Sud, qui pourrait donc inonder nos marchés d'une concurrence déloyale. Pour Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération paysanne, il faut sortir de l'ensemble des traités de libre-échange. Parce qu'il faut arrêter de faire l'amalgame que pas d'accord de libre-échange égale pas de commerce. On peut faire du commerce international sans accord de libre-échange. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Nos 2 filières les plus exportatrices, c'est vins et spiritueux et céréales. Et les pays vers lesquels on exporte... des accords de libre-échange. Très peu. Vins et spiritueux, globalement, majoritairement, la France exporte vers la Chine
et les États-Unis. Il n'y a pas d'accord de libre-échange. On peut faire du commerce sans accord de libre-échange. Le son de cloche est similaire chez Véronique Lefloc de la Coordination Rurale. Or, nous, à la Coordination Rurale, c'est une opposition totale à tous ces accords de libre-échange. Il faut exclure l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce, car tous ces accords de libre-échange reviennent à une politique favorisant toute l'agro-industrie. Du côté de la FNSEA, Arnaud Rousseau a redit son opposition au traité de libre-échange, mais pointe plutôt les conditions que l'accord en lui-même. Nous, on affirme qu'il faut continuer à commercer. Parce que, ça a été dit, quand on a du blé, quand on a des spiritueux, des vins, quand on a des produits laitiers transformés, quand on a de la génétique animale, il faut qu'on puisse commercer. Mais il faut le faire dans des conditions de réciprocité qui nécessitent que l'Europe se remette en cause et qui nécessitent qu'on contrôle ce qui arrive en Europe. Le porte-parole de la FNSEA est président du groupe Avril, qui comprend notamment les huiles Sieur et Puget, un groupe qui a récemment investi au Brésil en y achetant une entreprise, ce qui a soulevé beaucoup de discussions en pleine période de négociations avec le Mercosur. Au cours du débat, Arnaud Rousseau n'a pas nié que le groupe Avril était présent dans 19 pays, y compris le Brésil. De quoi penser que le libre-échange pourrait plutôt lui être profitable. Mais pendant ce temps, de nombreux éleveurs sont inquiets pour la survie de leur exploitation si l'accord Mercosur était validé. De quoi prédire que l'hégémonie du tandem FNSEA Jeunes Agriculteurs pourrait bien être remis en question lors des élections, rythmées par la mobilisation de la coordination rurale. Et partons à présent faire un rapide tour de France en compagnie de Mathilde Davenia. La boîte de Pandore a bien été ouverte. Avant les Jeux Olympiques, nous évoquions régulièrement sur TV Liberté la mise en place de lois de déception concernant la surveillance par drone en France. Et l'usage de ces engins invasifs a depuis explosé avec en 2024, selon une enquête du Monde, plus de 1800 arrêtés d'autorisation de survol destinés aux policiers, gendarmes et douaniers. Des autorisations délivrées par les préfectures, c'est-à-dire par les services déconcentrés de l'État. L'usage principal concernerait la surveillance du trafic de drogue et le maintien de l'ordre en manifestation. L'année 2024 n'a néanmoins pas montré de recul en matière de délinquance et certainement pas concernant le trafic de drogue. Après l'importation de la vidéosurveillance fixe et par drone, restera en 2025 la censure des réseaux sociaux pour vraiment s'aligner sur le modèle chinois. Le journal Le Monde est au cœur d'une polémique. Ivan Trippenbach, grand reporter du journal de centre-gauche, a suscité l'indignation. Elle se serait infiltrée sans autorisation aux obsèques de Jean-Marie Le Pen, organisées à la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan, dans la stricte intimité familiale. Selon le député RN Caroline Parmentier, ancienne attachée de presse de Marine Le Pen, Ivan Trippenbach serait entré dans l'église avec un groupe d'habitants de la ville. Un quart d'heure après le début de l'office, le député aurait alors reconnu la journaliste et l'aurait sommée de sortir, ce qu'elle aurait refusé dans un premier temps. Caroline Parmentier aurait alors insisté, raccompagnant la journaliste devant l'église, avant de lui dire ses 4 vérités. Elle dénonce l'indécence et l'indignité de l'intéressé. De son côté, Le Monde affirme qu'Ivan Trippenbach avait décliné son identité avant d'entrer dans l'église et dénonce la campagne de cyberharcèlement dont serait victime sa journaliste. Le réseau social X est ciblé par la gauche écologiste et les républicains. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, s'est dite favorable à l'interdiction du réseau social, dirigé par le soutien de Donald Trump et Elon Musk. Et donc, c'est pas moi toute seule, on doit tous quitter Twitter. Et moi, j'ai posé hier la question au chef des autres partis du Nouveau Front Populaire. Parce que j'estime que moi toute seule qui quitte un réseau, j'ai le regret de vous annoncer que ça n'a pas énormément d'impact. On est dans une théorie des jeux. C'est-à-dire que moi je vais quitter, mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Et donc c'est pour ça que je dis que ce réseau doit être interdit en Europe. Parce que je le quitte ou pas, il aura quand même un impact sur le réel. Il contribuera quand même à déstabiliser les prochaines élections. Une annonce faite dimanche par la patronne des écologistes. Depuis, elle a posté pas moins de 8 messages. Son homologue à l'Assemblée, Sandrine Rousseau, rendue célèbre grâce à ce réseau sur lequel elle s'exprime de manière incontinente, a aussi réclamé le départ des personnalités de gauche de X. À droite, Valérie Pécresse s'est alignée sur la gauche. Et effectivement, il nous faut une régulation des réseaux sociaux. Mais regardons la Chine, regardons la Russie. Un nouveau record pour le Vendée Globe. Charlie Dalin, skipper normand, est arrivé au Sable d'Olonne ce mardi 14 janvier après 64 jours, 19h, 22 minutes et 49 secondes de mer. Une performance exceptionnelle puisqu'il a battu le précédent record établi lors de l'édition 2016-2017 par Armel Lecléac de plus de 9 jours. Arrivé second lors de la précédente édition, Charlie Dalin prépare celle-ci depuis 4 ans. Architecte naval de formation, il s'est grandement impliqué dans la construction du massif santé-prévoyance, l'IMOCA qui lui a permis ce record.
D'un courage à toute épreuve, le moment décisif fut sans doute la décision qu'il prit, au milieu de l'océan Indien, de piquer vers le sud afin de profiter des vents favorables d'une violente dépression australe, quand la plupart de ses rivaux la fuyaient vers le nord. Son ami et rival Johan Richomme, avec qui il a longtemps bataillé, est arrivé dans l'après-midi de ce mardi, tandis que Sébastien Simon, attendu 3e, devrait arriver dans une fenêtre entre le jeudi 16 et le vendredi 17 janvier au matin. Et l'on poursuit avec l'actualité internationale. Joe Biden livre son testament géopolitique. Lundi, le président des États-Unis a prononcé un discours au département d'État, équivalent américain du ministère des Affaires étrangères. À une semaine de la passation de pouvoir avec Donald Trump, Joe Biden a déclaré que les États-Unis étaient plus forts aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Des propos faisant visiblement l'impasse sur la débâcle du retrait américain d'Afghanistan en 2021, sans doute à trou de mémoire. Le président sur le départ a aussi longuement évoqué l'Ukraine. C'est toutefois au sujet de la défense de la démocratie et des droits civiques et humains que les propos du président sur la sortie sont mal passés auprès du département d'État. En effet, la diplomatie américaine a été profondément divisée concernant le soutien inconditionnel de la Maison-Blanche envers Israël et son silence sur les opérations massives de Tel Aviv sur la bande de Gaza et ses civils. Le Groenland prêt à des relations plus étroites avec les États-Unis. Il y a une semaine, le président élu Donald Trump provoquait un tollé en déclarant que son administration n'exclurait pas d'employer la force pour annexer le canal de Panama ainsi que le Groenland, territoire autonome danois. Ce n'est pas la première déclaration de Donald Trump en ce sens. En 2019, celui qui occupait alors la Maison-Blanche avait déjà déclaré vouloir acheter le territoire groenlandais, ce à quoi le Danemark, comme le Groenland, s'était véhément opposé. 5 ans plus tard, Mjutegde, premier ministre de ce territoire gelé, a réagi avec bien plus de mesures. Peuplé de 56 000 habitants, le Groenland est riche en minerais, terres rares, pétrole et uranium. Il est de plus situé à une position géostratégique capitale en Arctique. Mjutegde a toutefois rappelé que cette coopération se ferait aux conditions du Groenland et que le peuple groenlandais était le seul à décider de son avenir, une base de négociation. Elon Musk toque à la porte de TikTok. Le réseau social X, déjà propriété du futur ministre de Donald Trump, pourrait racheter la branche américaine de TikTok. Rappelons que le réseau social chinois pourrait être interdit aux États-Unis d'ici dimanche 19 janvier. Washington a voté en 2024 une loi qui oblige le géant chinois du divertissement ByteDance à vendre TikTok sous peine d'interdiction sur le territoire américain. L'agence de presse Bloomberg a évoqué lundi des discussions entre Elon Musk, membre de la future administration Trump, et le gouvernement chinois. Un suspect intercepté à Los Angeles. Jeudi, Juan Manuel Sierra Leva, un ressortissant mexicain, a été intercepté à Los Angeles près d'un incendie de forêt. Des habitants de Woodland Hills l'ont vu tenter d'allumer des feux avec un lance-flamme. Ils l'ont maîtrisé et attaché avant l'arrivée des forces de l'ordre. Juan Manuel Sierra Leva affiche un lourd passé criminel. Il avait déjà été condamné pour plusieurs délits, dont une agression avec une arme mortelle en 2023. Il a passé plus de 2 ans en prison dans le comté de Los Angeles. Actuellement en détention pour violation de probation, il n'a pas été encore inculpé pour incendie criminel, faute de preuves suffisantes. Une coopération difficile entre les autorités locales et fédérales, en raison des lois californiennes sur les villes sanctuaires, limite l'implication des autorités locales dans les affaires d'immigration. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette édition. Vous pouvez dès à présent découvrir un nouveau numéro de Choc du Monde. Édouard Chano reçoit Fabrice Sorlin du mouvement international russophile pour évoquer les nouvelles tensions aux portes de la Russie après l'Ukraine. Lorsque Dimitri Medvedev parle de la brillante civilisation européenne, il parle de la brillante civilisation européenne passée. Les Russes sont conscients que l'histoire de l'Europe, elle n'a pas commencé ces dernières années. C'est une longue histoire, une belle histoire, une histoire d'amitié d'ailleurs entre l'Europe de l'Ouest et la Russie, pas toujours évidemment, mais il y a eu aussi des très belles pages écrites entre ces deux blocs. Et Medvedev parle de cette brillante civilisation européenne parce qu'il est conscient que les Européens ne pensent pas comme la caste politique européenne. Et du reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fin de son propos, il parle explicitement des bureaucrates européens dont il faut voir leur face disparaître, dit-il. Et donc, en fait, lorsqu'il souhaite du malheur à l'Europe, c'est avant tout envers cette caste-là qu'il s'adresse, et pas du tout envers les Européens. Également au programme de votre soirée, le Zoom du jour avec l'ingénieur Paul Thomasieux. Il donne quelques clés pour survivre en entreprise avec son ouvrage Bullshit Corporation. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.